Qui n'a jamais sursauté en voyant une espèce de flèche ailée fondre sur la mangeoire du jardin? Souvent, c'est lui. L'épervier d'Europe, Accipiter nisus. Ah oui, ce petit rapace hyper agile. Fascinant, c'est vrai, mais qui peut aussi faire un peu peur aux amis des petits oiseaux. C'est ça. Alors aujourd'hui, on va essayer de mieux le connaître en explorant pas mal de documents différents. Oui, on a des fiches d'identification assez précises de Sentinelle Nature Alsace, de la LPO, On a aussi des discussions, des témoignages sur des forums genre Reddit, des articles bien fouillés d'ornithomedia.com. sans oublier un petit détour par la fauconnerie avec Wikipédia, et même une étude scientifique finlandaise assez costaud sur l'impact du climat. Voilà, l'objectif c'est de comprendre qui est cet oiseau, comment on est sûr de le reconnaître, qu'est-ce qu'il fabrique, notamment près de chez nous. Et puis aussi sa relation avec l'homme, ancienne et nouvelle. Et comment il s'adapte, parce que ça, c'est assez bluffant face à l'urbanisation, au climat qui bouge. Bon, ben, allons-y, décortiquons tout ça. Alors, pour commencer, la base, le reconnaître. Et c'est pas si simple apparemment, il ressemble à d'autres. Ah oui, la confusion est fréquente, surtout avec l'autour des palombes et le faucon crècherelle. D'accord. Commençons par l'autour. Qu'est-ce qui les différencie vraiment? Alors, le piège principal, c'est la taille. Chez l'autour, la femelle est beaucoup, beaucoup plus grosse que le mâle. Ah oui, ce fameux dimorphisme sexuel. C'est ça. Du coup, un petit mâle autour, il peut se rapprocher de la taille d'une grande femelle épervier. Donc, la taille seule, c'est pas fiable à 100%. Ok, alors quoi d'autre? Le look. Exactement. Le plumage, c'est un bon critère. Chez l'épervier adulte, le mâle a ce dos gris bleuté et surtout le dessous barré de roux, avec les joues rousses aussi et un œil orange vif. Roux, d'accord. Et la femelle épervier, comment on Hmm. le distingue? Elle est plus grande, le dos est brun-gris et le dessous est barré de gris-noir. Pas de roux. Et son œil est jaune vif. Jaune vif. Et l'autour alors? Comment on le distingue de ces deux-là? L'autour adulte, lui, il n'a pas ce roux sur le poitrail. Le dessous est plutôt blanc, finement barré de gris foncé. Et son œil devient orange, voire rouge avec l'âge, mais sans le plumage roux associé. D'accord. Et il y a d'autres détails, la queue peut-être? Oui, bonne remarque. La queue de l'épervier est assez longue, et elle paraît plutôt carrée au bout. Celle de l'autour est plus large, un peu plus arrondie. Et le sourcil. Le sourcil. Chez l'autour, il y a un sourcil blanc très net, très marqué, qui s'étire loin derrière l'œil. Chez l'épervier, c'est beaucoup plus discret, juste un petit éclaircissement au-dessus de l'œil. D'accord. Donc, le roux du mâle épervier, l'œil jaune de la femelle, la queue plus fine et carrée, le sourcil discret, ça fait pas mal d'indices quand même. Oui, ça aide bien à faire le tri. Et l'autre confusion fréquente, c'était avec le faucon cresserelle. Lui aussi est commun, non? Très commun. Mais là, franchement, la différence est souvent plus facile à faire, même de loin. Déjà, la silhouette en vol. Ah oui, Le cresserelle, c'est un faucon à ailes longues, pointues. Il a ce vol stationnaire typique, le vol du Saint-Esprit. Ça, l'épervier ne le fait jamais. jamais de vol stationnaire pour l'épervier. Ok. L'épervier, lui, a des ailes plus courtes, larges, arrondies. C'est fait pour des démarrages explosifs entre les arbres, pas pour le surplace. Une silhouette plus trapue en vol peut-être? C'est un peu ça, oui. Et puis le plumage. Le cresserelle a le dessus du corps brun-roux, une couleur assez chaude. L'épervier, c'est plutôt gris-bleu pour le mâle, ou gris-brun pour la femelle. Pas ce roux sur le dos. Et le cresserelle a une petite moustache sombre sous l'œil. Bon alors là, ça semble plus clair. Silhouette, pas de vol stationnaire, couleur du dos, on devrait s'en sortir. Normalement, oui. Pour résumer, l'épervier, petit rapace agile, aile courte arrondie, longue queue carrée, pas de jaune. Et toujours cette différence mâle-femelle. Mâle petit, gris-bleu-roux, œil orange. Femelle grande, gris-brun-gris, œil jaune. Les jeunes, eux, ressemblent à la femelle, mais en plus brun, et plutôt tachetés ou striés dessous. Parfait, je crois qu'on a bien cerné le personnage physiquement. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Son mode de vie, son alimentation, c'est là qu'on comprend pourquoi il vient dans nos jardins, j'imagine. Tout à fait. C'est un spécialiste, toutes les sources le disent, la LPO, Ornithomédia. C'est un chasseur d'oiseaux, quasi exclusivement. Ah oui, quels oiseaux? Principalement les passereaux. Mésanges, moineaux, pinsons, verdiers, bref, tout ce petit monde qui vient picorer les graines qu'on leur met à disposition. D'où le lien avec les mangeoires. Exactement. Sa technique, c'est la chasse par surprise. Il utilise le moindre couvert. Une haie, un buisson, un arbre. Il s'approche sans se faire voir et
paf, il lance une attaque éclair. C'est redoutable d'efficacité. Et c'est ça qui crée parfois des émotions fortes chez les gens qui nourrissent les oiseaux. Justement, on a regardé cette discussion sur Reddit. Ah oui, cette discussion est très révélatrice. Une personne raconte son dilemme, elle adore nourrir les oiseaux, mais l'arrivée de l'épervier transforme ça en spectacle de prédation parfois. Difficile à accepter. On sent bien cette tension, hein, entre comprendre que c'est la nature, que le prédateur doit manger aussi. Et puis l'attachement qu'on développe pour ces petits visiteurs réguliers, on finit par les considérer un peu comme nos oiseaux, quoi. C'est ça. Alors, dans cette discussion, qu'est-ce qui ressort comme réaction au conseil? Ben, il y a un peu de tout. Il y a ceux qui prennent ça avec philosophie, un peu la vision écologique. Ok, j'ai ouvert un resto pour les petits oiseaux, normal que le loup vienne y faire son marché. Quelque part, je nourris aussi l'épervier. Une forme d'acceptation du cycle naturel, quoi. Voilà. Mais tout le monde ne le vit pas comme ça. Du coup, il y a pas mal de conseils pratiques qui sont échangés pour essayer de euh, limiter la casse, on va dire. Ah, hein? Genre quoi? Le plus souvent, c'est d'aménager les abords de la mangeoire. Planter des trucs denses, si possible épineux, genre du hou, du pyracantha, ou même juste laisser un tas de branches pas loin. Ça permet aux petits de plonger dedans une fraction de seconde. Créer des zones de refuge, d'accord? L'emplacement de la mangeoire joue aussi. Faut éviter de la mettre juste à un angle où l'épervier peut arriver sans être vu. Plutôt dans un endroit dégagé, mais avec ses refuges tout près. L'idée, c'est de rendre l'attaque plus compliquée pour l'épervier. Rendre à la tâche moins facile, moins de succès à chaque tentative. Logique. Un autre point hyper important, les fenêtres. Souvent, un oiseau paniqué fuit et s'écrase contre une vitre. Ah oui, le classique. Ou on sait marcher, soit on éloigne les mangeoires des grandes baies vitrées, soit on met des autocollants, des silhouettes anti-collision. Ça peut sauver des vies. Et les tentatives pour faire peur à l'épervier, ça marche? Genre crier, agiter les bras? D'après les retours sur Reddit, pas vraiment. L'épervier est décrit comme assez culotté, tenace, il revient. La solution radicale, parfois évoquée, c'est d'arrêter de nourrir un temps. Mais bon, ça relance tout le débat sur le nourrissage. Oui, c'est un autre sujet. Et puis il faut peut-être relativiser, non? Ornithomédia le soulignait, je crois. Oui, c'est crucial. Une attaque d'épervier, c'est spectaculaire, ça marque. Mais son impact sur les populations de passereaux, globalement, est bien moindre que celui des chats domestiques. Ah oui, les chats. Eux, leur prédation est beaucoup plus massive, même s'ils sont bien nourris. L'épervier, lui, il chasse pour vivre, il cible souvent les plus faibles, les moins attentifs. C'est différent. C'est une remise en perspective importante, effectivement. Mais bon, cette relation entre l'homme et l'épervier, elle n'a pas commencé avec nos mangeoires. Il y a une histoire bien plus ancienne, celle de la fauconnerie. Ah oui, la fauconnerie, c'est fascinant. Wikipédia rappelle que c'est cet art ancestral reconnu par l'UNESCO où l'homme et l'oiseau de proie chassent ensemble. Et l'épervier y tenait une place de choix. Ah bon, pour quel type de chasse? Spécifiquement pour ce qu'on appelait le bas-vol, ou esparverie. Grâce à quoi? À ses fameuses ailes courtes et rondes et sa longue queue qui lui donne une agilité dingue pour manœuvrer dans les espaces restreints, entre les arbres, les buissons. Parfait pour surprendre le petit gibier, alors. Exactement. On l'utilisait traditionnellement pour la caille, les étourneaux. L'oiseau partait directement du point ganté du fauconnier pour une poursuite rapide et acrobatique. Ça devait être quelque chose à voir, hein. C'était courant en France? Très courant. Apparemment, ça a connu un âge d'or sous Louis XIII. Puis, bon, l'arrivée des armes à feu a changé la donne. Mais il y a eu une renaissance après la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a encore un usage très pointu aujourd'hui. Ah oui. Lequel? L'armée de l'air française. Ils utilisent encore des éperviers sur certaines bases aériennes pour effaroucher les autres oiseaux. C'est la prévention du péril aviaire, pour éviter les collisions avec les avions. L'épervier qui s'installe en ville. Ornithomédia en parlait, non? Oui, tout à fait. C'est une tendance observée un peu partout en Europe depuis quelques décennies. On voit des couples nichés en banlieue, mais aussi parfois en plein centre-ville, dans des grands parcs, des cimetières avec des arbres. Même au cœur des villes. Oui, Ornithomédia cite des exemples à Paris, et il y a cette anecdote assez géniale d'un jeune épervier tout juste sorti du nid qui a été trouvé posé tranquillement sur un barbecue dans un jardin à Bobigny. Sur un barbecue. L'image est parlante. Mais qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi un oiseau qu'on imagine plutôt forestier vient s'installer en ville? C'est sûrement un mélange de plusieurs choses. D'abord, l'étalement urbain grignote ses habitats naturels, donc il explore ailleurs. Ensuite, paradoxalement, la ville offre des avantages. Des avantages, hein? Oui, une profusion de proies faciles, comme les moineaux, les pigeons,
Et puis, une certaine tranquillité. Il est protégé, on ne lui tire plus dessus, et surtout, point hyper important, la baisse de certains polluants. Les fameux pesticides. Oui, notamment les organochlorés, comme le DDT, qui faisaient des ravages dans les années 50-70. Ça amincissait la coquille des œufs, la reproduction était catastrophique. L'étude finlandaise en parle aussi. Moins de polluants, ça veut dire plus de succès reproducteur. Donc les populations d'éperviers ont pu se refaire une santé et partir à la conquête de nouveaux territoires, y compris les villes. Donc, moins de danger, plus de nourriture facile et une meilleure santé reproductive. Ça se tient. Cette installation en ville, c'est déjà une sacrée preuve d'adaptation. Et ça nous amène tout droit à cette étude finlandaise, justement. Oui, l'étude de Lehikoinen et ses collègues. Elle est passionnante parce qu'elle compile des données sur quasi 40 ans, des années 70 à 2007, sur un site de suivi des migrations en Finlande. Et qu'est-ce qu'elle montre sur l'adaptation au changement climatique? Elle montre des changements très nets dans le calendrier de l'épervier, ce qu'on appelle la phénologie. En gros, sur cette période, les éperviers arrivent de plus en plus tôt au printemps sur les sites de reproduction. Ils avancent leur arrivée. Oui, et logiquement, la reproduction, la ponte, l'éclosion démarrent plus tôt aussi. Et, autre conséquence, ils repartent également plutôt en migration d'automne. Ils décalent tout leur cycle vers le printemps, en quelque sorte, pour coller au réchauffement. C'est un peu l'idée générale, oui. Mais là où ça devient subtil, c'est que tout le monde ne réagit pas pareil. Ah, comment ça? Au printemps, par exemple, ce sont surtout les oiseaux qui arrivent les premiers, souvent les adultes les plus expérimentés, qui d'ailleurs réussissent mieux leur nicher. Ce sont eux qui ont le plus avancé leur date d'arrivée. Du coup, la période de migration de printemps s'est étalée dans le temps. D'accord. Et en automne, tu disais qu'ils partaient plus tôt aussi. Oui, mais là encore, ce sont surtout les jeunes de l'année qui avancent leur départ. Une fois qu'ils sont autonomes, hop, ils filent plus tôt qu'avant. Et les adultes? Les adultes qui migrent tard en automne, eux, n'ont pas beaucoup changé leur date de départ. Probablement parce qu'ils sont contraints par la mue-mage. C'est un processus long qui demande beaucoup d'énergie. Ils ne peuvent pas partir en migration tant que ce n'est pas fini. Donc, même si l'automne est plus doux, ils sont bloqués par cette contrainte physiologique. Ah, d'accord. C'est complexe en fait. Il n'y a pas une seule réponse. Ça dépend de l'âge, de la condition physique. L'étude dit quelque chose sur le nombre de jeunes. Est-ce qu'ils en ont plus avec ce climat plus clément? Alors, l'étude note bien une augmentation de la taille moyenne découverte sur la période. Mais les chercheurs pensent que c'est sans doute plus lié à la baisse des polluants, justement. Moins d'œufs qui cassent ou d'embryons qui meurent, ça fait mécaniquement plus de jeunes à l'envol. L'effet du climat est peut-être là aussi, se reproduire plus tôt, peut aider. Mais la meilleure qualité de l'environnement semble avoir joué un rôle majeur. Je vois. Donc, amélioration de l'environnement et adaptation au climat, les deux se combinent. Et la migration elle-même, la distance, est-ce qu'ils vont moins loin l'hiver? Eh ben non. C'est une autre découverte intéressante de l'étude. Contrairement à d'autres espèces qui raccourcissent leur migration, l'épervier, lui, continue d'aller hiverner aussi loin qu'avant, apparemment depuis les années 60. Tiens, c'est curieux ça. Pourquoi? L'hypothèse principale, c'est qu'il est très dépendant de ses proies, les passereaux. Et beaucoup de ces passereaux sont de grands migrateurs. Tant que les moineaux, les pinsons, etc. continueront d'aller passer l'hiver loin au sud ou à l'ouest, l'épervier sera un peu obligé de les suivre. Son adaptation se fait sur le quand, mais pas encore sur le où. Fascinant. Donc, si on résume un peu tout ça, le calendrier bouge, arrivée plus tôt, repos plus tôt, départ des jeunes plus tôt. Ça colle assez bien ensemble, non? Oui, ça soutient une hypothèse que les scientifiques appellent BART, pour Breeding Area Residence Time. L'idée, c'est que le temps total passé sur la zone de reproduction reste plus ou moins constant. Si tu arrives plus tôt, tu te reproduis plus tôt, les jeunes sont prêts plus tôt, et donc ils partent plus tôt. La durée de séjour reste la même. Logique. Sauf pour les adultes en automne à cause de la mue. Voilà. Pour eux, c'est un peu plus rigide. Ce qui montre bien que l'adaptation, c'est pas un truc simple et uniforme. C'est une mosaïque de réponses différentes au sein de la même espèce. C'est fou cette plasticité quand même. Et ça doit avoir des conséquences, j'imagine. Ah ben oui, l'épervier c'est un prédateur important pour les passereaux. S'il change son calendrier, s'il est plus présent en ville, ça modifie forcément la pression qu'il exerce, comment les proies vont réagir à leur tour. C'est tout un équilibre qui est en train de se reconfigurer sous nos yeux. Finalement, cet épervier d'Europe, c'est bien plus que le petit voyou des mangeoires. C'est un chasseur incroyable, un témoin de notre histoire avec la fauconnerie et surtout un exemple assez bluffant de la capacité du vivant à naviguer dans un monde qui change vite, que ce soit nos villes qui s'étendent ou le climat qui se dérègle. Un vrai petit maître de l'adaptation. Tout à fait. Et ce qui est vraiment captivant, je trouve, c'est de voir cette double adaptation, à la ville et au climat, se jouer en même temps.
Et ça nous laisse avec une question passionnante pour la suite, non? Vas-y. Ben, face à cette flexibilité de l'épervier et sa présence accrue près de nous, est-ce que ces proies, les petits passereaux, vont-elles aussi changer? Est-ce qu'on va voir évoluer leur vigilance au jardin, leur propre date de migration, peut-être même leur choix de site de nidification pour éviter ce nouveau voisin? Est-ce qu'on assiste, en direct dans nos jardins, à une sorte de course aux armements entre le prédateur et ses proies? C'est une dynamique qui va être passionnante à suivre dans les années à venir.